D'abord, je vous remercie beaucoup, Amiral, pour m'avoir convié à ce séminaire et pour m'avoir confié la lourde responsabilité de clore ce cycle de conférences, et j'en suis très honoré. Comme vous en doutez, nous allons nous éloigner évidemment des problématiques d'énergie décarbonée des ports et des navires à hydrogène, mais rassurez-vous, c'est un propos qui n'est pas totalement déconnecté du monde d'aujourd'hui, puisque ce que je vous propose finalement, c'est de revenir aux origines de ce que Fernand Braudel a appelé la première mondialisation, à une époque où le monde s'est décloisonné, désenclavé, grâce à ces grandes découvertes qui ont permis d'ouvrir de nouvelles routes maritimes économiques dont nous sommes encore aujourd'hui les héritiers, vers ce qu'on appelait à l'époque les Indes occidentales, c'est-à-dire les Amériques, et ce qui sera mon propos d'aujourd'hui, enfin j'allais dire de ce soir, mais pour vous de cet après-midi, vers les Indes occidentales, c'est-à-dire l'Asie. Donc je vais partager mon écran. Ah, alors excusez-moi, le document a disparu. Voilà, est-ce que vous pouvez le On voir? le voit. Voilà, parfait. Donc, je vous remercie. Donc, mon sujet va porter, comme M. le directeur Christophe Prazuc l'a rappelé, sur les stratégies portuaires des compagnies des Indes à l'époque moderne, entre le 16e et le 18e siècle. Donc, depuis l'ouverture de la route des Indes pour le contrôle des épices, avec ce célèbre navigateur portugais Vasco de Gama à la fin du XVIIIe siècle, dont la route maritime est ici représentée, les navigateurs portugais au XVIe siècle, puis les compagnies des Indes, que je présenterai dans un instant au XVIIe et XVIIIe siècle, ont bâti leur stratégie géopolitique sur le contrôle, la création et la fortification des ports. Eux-mêmes situés sur des interfaces littorales dynamiques, les ports relient les principales routes maritimes commerciales et permettent de constituer ce que d'aucuns qualifieraient de stratégie de collier de perles pour désigner la nouvelle ambition d'une route de la soie maritime chinoise de nos jours. Or, la stratégie portuaire mise en œuvre par ces premiers navigateurs portugais en Asie, puis les compagnies européennes des Indes, a contribué à renforcer et à façonner les villes portuaires d'aujourd'hui. L'enjeu principal à cette époque est le contrôle des routes maritimes et du commerce des épices, à une époque où la conquête coloniale des territoires est parfaitement irréaliste, et c'est la raison pour laquelle on ne parle pas encore à cette époque de colonisation. Ce sont donc la conquête, voire même la création ex nihilo de ports, qui deviennent la clé de la stratégie géomaritime des puissances européennes, à l'époque dite moderne, du moins jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, puisque l'on verra une inflexion dans cette stratégie à la fin de la période qui nous intéresse. Britanniques, Hollandais, Français, Danois, Suédois et même Autrichiens vont créer des compagnies des Indes pour favoriser le commerce en Asie. Et ces compagnies des Indes constituent de véritables relais de la puissance commerciale des États sur les mers qui s'ingèrent dans le commerce des Indes après la remise en cause du monopole portugais qui va durer tout au long du XVIe siècle. Donc, de ces marchands portugais au XVIe siècle à ceux des compagnies des Indes au XVIIe et XVIIIe siècle, les ports constituent la clé de voûte du commerce dans les Indes. Les contraintes de la navigation à voile obligent en effet à disposer d'un réseau de ports aux fonctions diversifiées. Ce sont tantôt des loges, des comptoirs, des agences, des factoreries, des arsenaux, des escales de ravitaillement, tous situés dans des lieux stratégiques, en particulier pour contrôler les détroits, le canal du Mozambique ou détroit du Mozambique, le détroit de Bab el-Mandeb, bien sûr, pour contrôler le commerce dans la mer Rouge, le détroit d'Ormuz pour contrôler le commerce avec le golfe Persique et le détroit de Malacca qui permet de relier les espaces maritimes entre eux pour contrôler le commerce de l'Afrique au Moyen-Orient et du Moyen-Orient à l'extrême-orient. Qu'il s'agisse de la mondialisation d'hier ou d'aujourd'hui, le détroit symbolise aujourd'hui à lui seul la mondialisation en jouant le rôle d'artère clé de l'économie mondiale. Et cette carte représente
justement les enjeux économiques considérables de ces détroits. 15 milliards de barils transitent chaque année par le détroit de Malacca, 17 milliards par celui d'Ormuz. Or, ces détroits contrôlés par les ports ont constitué les fondements de ce que les historiens appellent l'empire thalassocratique portugais au XVIe siècle, c'est-à-dire des empires fondés sur la maîtrise des routes maritimes et des ressources économiques produites par ces échanges. Le port de Malacca, par exemple, symbolise à lui seul cette succession de puissances. Le port de Malacca est portugais au XVIe siècle, hollandais au XVIIe et XVIIIe siècle, puis britannique au XIXe siècle. Et il s'agit donc là d'un véritable espace indo-pacifique, un espace aujourd'hui, actuellement sous les feux des projecteurs, et qui correspond en réalité déjà à une réalité géostratégique à l'époque de ces empires maritimes. L'amirauté portugaise a fait de ces espaces un continuum maritime, de la côte Swahili à l'extrême-orient japonais par un savant travail de couture portuaire, découpé en 3 zones administratives: l'Afrique orientale, à proprement dite, l'Inde, d'Ormuz au golfe du Bengale, dont la capitale est Goa, et du golfe de Bengale à Macao, dont la capitale portugaise est Malacca. Au départ, il s'agit donc d'un réseau monopolistique avec le Portugal au XVIe siècle, pour un certain nombre de raisons historiques que l'on pourra rappeler, puis européen avec l'arrivée des compagnies des Indes orientales au début du XVIIe siècle, où les ports changent d'opérateur au gré des jeux d'influence et de conquête. Ancrés à interconnexion de plusieurs espaces entre l'Emporium et le littoral, les ports font figure d'interface maritime stratégique. Seul point d'appui et de relais entre un continent extérieur inconnu à l'époque des Européens, difficilement pénétrable, et le littoral, le port constitue un trait d'union entre terre et mer où convergent les intérêts géoéconomiques et géostratégiques. Mais que l'on ne s'y trompe pas, avant l'arrivée des Européens, avec l'ouverture de la route des Indes orientales, les ports de l'océan Indien sont déjà au cœur de relations commerciales complexes entre les pays de la péninsule arabe et du nord-est de l'Afrique, afin de commercer avec la Perse, l'Oman ou encore l'Inde et Madagascar. C'est un monde plein et non vide, déjà connecté à un réseau de ports complexes, tête de pont d'un commerce florissant et de civilisations oubliées, à l'image par exemple du royaume de Monomotapa aux cités de pierre, qui est représentatif de ces échanges commerciaux importants dans l'océan Indien. La construction de l'empire portugais d'Asie va donc se faire au détriment de ces réseaux portuaires précédents et vise à maîtriser les détroits qui deviennent les têtes de pont de cette thalassocratie portugaise que les Européens ne vont cesser de se disputer au cours de l'époque moderne. C'est là qu'interviennent ces compagnies des Indes, sur lesquelles je reviendrai, et qui justifient une véritable stratégie de conquête portuaire qui va se développer entre les puissances européennes. Je vais donc analyser ici les stratégies portuaires mises en œuvre par ces puissances européennes grâce aux compagnies des Indes pour contrôler le commerce des épices dans l'Indo-Pacifique. Donc, pour comprendre dans quel contexte interviennent et sont créées ces compagnies européennes des Indes, il est important de rappeler la stratégie portuaire portugaise, et ce sera par conséquent mon premier point. Il est important de rappeler ce contexte de la présence portugaise dans les Indes avant que n'arrivent les premières compagnies, et de rappeler le contexte international de l'époque. Le commerce avec l'Orient est alors dominé par la cité-État de Venise, grâce à l'intermédiaire de Byzance, pour commercer avec l'Afrique, la Perse, l'Inde et le Madagascar. Et par conséquent, le commerce des épices est contrôlé par les marchands italiens qui commercent avec les intermédiaires byzantins et levantins. Avec l'expansion de l'Empire ottoman et la conquête de Byzance en 1453, eh bien, la Méditerranée devient un lac ottoman, et comme vous le voyez sur cette carte, eh bien, le commerce des épices est bloqué par l'Empire ottoman qui contrôle une grande partie des littoraux méditerranéens et qui coupe également les accès vers la mer Rouge et le golfe Persique, eux-mêmes connectés à l'océan Indien. Par conséquent,
les Européens sont invités à une stratégie de détournement et c'est la raison pour laquelle les rois portugais, tout au long de la seconde moitié du XVe siècle, vont chercher une route pour contourner le continent africain et rejoindre, par conséquent, l'océan Indien par voie maritime. L'un de ces rois portugais, surnommé le roi épicier, Manuel Ier, va mettre en œuvre le plan de l'Inde, ce qu'il appelle le plan de l'Inde, pour encourager l'expansion portugaise en contournant l'Afrique. C'est l'arrivée de Vasco de Gama à Calicut en Inde qui ouvre le monopole de l'expansion portugaise en Asie pour plus d'un siècle et qui va permettre de mettre en place ce qu'on appelle l'Estado da Índia. Qu'est-ce que l'Estado da Índia? Alors, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi la carte est coupée. L'Estado da Índia est donc l'État des Indes qui est fondé sur un réseau de ports que l'on appelle la Feitoria. La Feitoria étant ce chapelet de ports connectés les uns aux autres et qui permettent aux navigateurs de remonter par le canal du Mozambique l'Afrique australe, puis arriver à Mogadiscio, de traverser l'océan Indien jusqu'à la côte du Malabar, de Malabar en Inde, pour commercer avec le sous-continent indien. Cette Feitoria, ce chapelet de ports qui constitue cet empire portugais d'Asie, eh bien, vous le voyez, s'étend de l'Afrique swahili, de la côte swahili de l'Afrique australe, jusqu'en Extrême-Orient, même si la carte ici apparemment est coupée. Alors, je vais peut-être la projeter en plus petite, ce qui vous permet d'avoir un aperçu non tronqué et qui permet de voir l'étendue de cet empire portugais de l'Afrique jusqu'au Japon, de Sofala jusqu'à Tanegashima. Alors, ce qu'il est intéressant ici de constater, c'est que les Portugais vont conquérir ces ports, soit par la force, soit par la négociation diplomatique, et vont les intégrer sous leur contrôle au moyen de forteresses imposantes dont les vestiges sont encore aujourd'hui visibles pour certains d'entre eux. J'ai ici sélectionné le fort Gereza au port de Kilwa en Tanzanie ou le fort Jésus au port de Mombasa au Kenya, qui sont les témoins de ces ports fortifiés qui vont permettre aux Portugais d'établir cette thalassocratie maritime dans l'ensemble de l'océan Indien et jusqu'aux portes du Pacifique. Vous avez également en dessous de ces photographies des plans illustrés qui ont été édités à la fin du XVIe siècle et début du XVIIe siècle dans un ouvrage intitulé le livre des forteresses et qui est un ouvrage recensant tous les ports contrôlés par les Portugais et les aménagements de ces ports qui sont tout à fait passionnants, dont certaines deviennent de véritables villes, certains deviennent des arsenaux et se présentent toujours sous le même schéma avec un fort défensif qui permet de contrôler et de sécuriser le port et surtout les entrepôts qui sont également construits en général au sein de ces ports à l'intérieur d'enceintes fortifiées. Par ailleurs, la chronologie des conquêtes portuaires sur cette carte laisse entrevoir la stratégie géomaritime des Portugais, leur permettant d'aménager des escales fortifiées sur la route maritime entre l'Europe et l'Asie, de Sofala à Mogadiscio sur la côte swahili jusqu'à Ternate aux Moluques en passant par les côtes indiennes de Coromandel et Malabar. La fameuse bataille navale de Diu en 1509 affermit la position et désorganise les routes commerciales traditionnelles qui existaient dans l'Afrique pré-portugaise. Les cités-États swahili prospèrent, que l'on voit ici représentées sur cette carte avant l'arrivée des Portugais, a montré qu'il s'agissait déjà d'un espace maritime connecté entre l'Inde, la Perse, l'Afrique et la péninsule arabe, comme je l'ai montré tout à l'heure. Toujours est-il que tous ces comptoirs, tous ces ports fortifiés vont être placés sous le contrôle de l'administration du vice-roi des Indes portugaises, situé à Goa,
qui prête allégeance à la couronne du Portugal, verse un tribut. Il va permettre de constituer des routes maritimes pérennes et complexes en réalité entre ces différents espaces. La première partie de cette conquête est évidemment celle de l'Afrique australe, puis les Portugais vont remonter en particulier autour de la péninsule arabique, où ils vont mettre en place des blocus, le blocus de la mer Rouge, et conquérir un des ports stratégiques, en particulier les îles Camaran, qui permettent de contrôler le détroit de Bab-el-Mandeb, ou encore le Hormuz, qui permet de contrôler le commerce dans le détroit d'Hormuz et donc du golfe Persique. Enfin, deuxième étape est donc la mise en place de ports fortifiés le long de la côte indienne, en particulier la côte Malabar, qui va permettre ensuite de se prolonger vers la conquête de Malacca et le contrôle du détroit de Malacca, assurant la jonction avec le Pacifique. Malacca étant à cette époque l'un des principaux lieux de négoce du poivre de Sumatra et de la noix muscade des Moluques. Elles sont ici représentées les différentes épices contrôlées par les navigateurs portugais et vont permettre aux Portugais de contrôler l'ensemble des routes d'approvisionnement en épices de l'Empire ottoman et de Venise. Et c'est la raison pour laquelle le roi portugais avait lancé l'amiral Albuquerque, qui va être le principal artisan de cet empire des Indes en Asie. L'objectif est aussi de favoriser l'interconnexion entre le Pacifique, puisque Malacca se trouve à la confluence du commerce international entre l'Extrême-Orient et l'Insulinde, l'Insulinde étant l'ensemble des îles entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, et qui constitue le cœur du commerce des épices. Suite à leur entrée dans l'océan Indien, les Portugais ont démontré que ces espaces maritimes étaient interconnectés, et l'Atlas Miller, que vous avez ici représenté, montre bien un espace maritime continu entre l'Arabie, l'Inde, l'Indonésie, et qui est prolongé au verso par les îles de l'Insulinde. Je n'ai représenté ici qu'une partie de cet atlas, mais qui est intéressant puisque cet atlas fait office de portulan, c'est-à-dire qu'il indique l'ensemble des ports. Alors, c'est assez difficilement lisible parce que la résolution n'est pas suffisamment bonne, mais si l'on regarde sur les littoraux, on aperçoit l'ensemble des ports répertoriés par les Portugais et qui symbolise la Mare Nostrum portugaise, qui est devenue l'océan Indien, et ce jusqu'au Japon. Ces conquêtes vont permettre d'ouvrir donc le commerce également du sud-est de l'Asie aux Portugais, qui vont alors privilégier des alliances avec les ports contrôlés par les Tamouls ou les Keling. Alors, je vais le remettre en grand écran. Puisque les Tamouls et les Keling sont des marchands renommés et qui sont très bien placés dans les activités commerciales du golfe du Bengale. Et c'est par leur intermédiaire que les Portugais vont chercher à établir des alliances et à contrôler les principaux ports du golfe du Bengale, comme vous pouvez ici les voir représentés sur cette carte. Ils prennent en particulier contrôle des ports du Canaraïs sur la côte Malabar, que vous avez ici représenté, donc en Mangalore, donc sur la côte Malabar, Mangalore, Basrour et Barrour, qui vont être les trois principaux ports pour le commerce du poivre dans le golfe du Bengale. La stratégie de conquête portuaire dans l'Asie portugaise va leur permettre de bâtir un empire thalassocratique hors du commun
au moyen de ce réseau de ports fortifiés et qui va s'imposer peu à peu au détriment des marchands arabes et turcs qui contrôlaient autrefois ces espaces maritimes. Même la tentative de contrôle de la part des Ottomans de la mer Rouge et du Golfe Persique s'avère un échec. La tentative de l'amiral Piri Reis en 1552 pour contrôler Hormuz et Aden et par conséquent bénéficier des routes maritimes de l'océan Indien est un échec. Les Ottomans ne vont pas réussir à repousser les Portugais, ni les Européens qui plus tard vont arriver dans ces zones maritimes. Et c'est la raison pour laquelle l'Empire ottoman, pour plusieurs siècles, va être obligé de renoncer au commerce maritime asiatique et opter pour une vision continentale de son empire. Alors, mon deuxième point est justement celui qui concerne à évoquer l'arrivée de ces compagnies des Indes et des nouvelles stratégies portuaires qui vont être mises en œuvre, en particulier contre cette présence portugaise qui exerce un quasi-monopole sur le commerce des épices. En effet, à partir de la fin du XVIe siècle, pour différentes raisons qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, l'Empire portugais en Asie éprouve un certain nombre de difficultés et surtout, les autres puissances européennes jalousent le succès commercial extraordinaire des navigateurs portugais et vont nourrir par conséquent des ambitions similaires, chacun voulant commercer en Asie. Là encore, il est intéressant de constater que la vision géostratégique des autres puissances maritimes européennes, qu'il s'agisse des Français, qu'il s'agisse des Britanniques ou des Hollandais, se focalise encore sur le contrôle des ports. Et par conséquent, ces puissances européennes vont mettre en place des organisations commerciales originales qu'on appelle les compagnies des Indes orientales, qui sont en réalité des sociétés de négociants qui bénéficient de bénéfices royaux, qui bénéficient de chartes, et qui leur permet d'exercer un monopole commercial, en particulier celui des épices, entre l'Asie et l'Europe. Ces compagnies vont par conséquent développer un empire marchand de ports-comptoirs fortifiés, vont entretenir des relations diplomatiques avec les puissances locales et vont à leur tour tenter de contrôler les ports autrefois conquis par les Portugais. En termes d'organisation, ces empires maritimes sont avant tout des empires marchands et sont en réalité un archipel de comptoirs qui s'appuie en métropole sur un port-ville, qu'il s'agisse de Lisbonne pour les ports portugais, Amsterdam pour les Hollandais, Lorient pour les Français ou Londres pour les Britanniques. Toutefois, on peut constater un certain déficit d'infrastructures maritimes qui est souvent criant, et les ports, en réalité, sont avant tout des mouillages. En revanche, la loge comptoir, ce que les Européens à l'époque appellent la loge comptoir, sont les lieux de vie de la communauté de stockage des marchandises qui permettent en réalité de développer ces activités commerciales et de contrôler l'activité portuaire. Ici est représenté le port de Pondichéry, qui devient une véritable ville. D'autres deviennent des ports arsenaux, comme l'Orient, et répondent toujours à un schéma portuaire similaire et calqué sur celui développé par les Portugais. Mais ce sont surtout les marchands anglais et hollandais qui vont essayer d'établir une route commerciale vers l'Orient, notamment en traitant les épices provenant d'Indonésie. Et par conséquent, chacun d'eux va créer une compagnie commerciale. Les Britanniques vont créer la East India Company, l'EIC, et la VOC pour les Hollandais, dont l'objectif est principalement celui de commercer les épices, puis les activités commerciales vont peu à peu se diversifier avec la montée des rivalités entre puissances européennes.
Donc, l'EIC, la East India Company, est créée au début du XVIIe siècle sous Élisabeth Ière, dont l'objectif est de rivaliser avec les Portugais et les Hollandais, qui eux aussi ont commencé à commercer en Asie. La première expédition a lieu en 1601 pour commercer des épices en Indonésie. Et la East India Company va profiter des difficultés portugaises pour établir et mettre en place de nouvelles alliances diplomatiques, en particulier avec les Perses. Et avec l'aide des Perses, ils vont conquérir Ormuz en 1622 et enchasser les marchands portugais. Donc, c'est un tournant important puisque la conquête d'Ormuz va faire de ce port un port britannique qui va marquer le départ de la présence britannique dans le Golfe et de la montée en puissance de la East India Company contre les intérêts portugais. La deuxième compagnie marchande très importante, très influente, qui va connaître une destinée remarquable, la VOC, la Compagnie hollandaise des Indes, qui va également s'implanter en Asie, suivant une logique semblable, qui est fondée un an plus tard par le stadhouder Maurice de Nassau, c'est-à-dire le dirigeant des Pays-Bas, ce qu'on appelle les Pays-Bas hollandais à l'époque, qui regroupe plusieurs petites compagnies marchandes et dont l'objectif est de concurrencer la East India Company, bien sûr, et les marchands portugais. Et c'est précisément à partir de ce moment-là que ces compagnies européennes des Indes vont peu à peu reconquérir le réseau de ports fortifiés par les Portugais et vont permettre de constituer de nouveaux empires thalassocratiques, en particulier celui de la VOC. Vous avez ici sur cette carte représenté. Eh bien, ce réseau de ports hollandais qui vont se développer de la colonie du Cap jusqu'au Japon. La VOC va commencer par conséquent à conquérir sa seule colonie de peuplement dans l'actuelle Afrique du Sud, puis ensuite développer sur le modèle portugais la conquête de ports stratégiques pour son commerce. La VOC commence à s'implanter à Java, puis à Patani en Thaïlande, que vous avez ici représenté sur la carte, à Surat, qui est le port indien le plus septentrional, qui est un port stratégique notamment pour le commerce avec ce qu'on appelle aujourd'hui le sultanat d'Oman et le golfe Persique ainsi que la mer Rouge. Puis vont également s'installer à Mocha. Alors la carte ici est incomplète, mais la VOC va également s'installer à Mocha et Aden pour le commerce du café, du salpêtre, des textiles. Donc, on assiste à une diversification des activités commerciales et non pas simplement des épices. Puis vont également s'installer, bien sûr, en Inde, dans le sous-continent indien, qui constitue le cœur même des activités maritimes de ces compagnies des Indes. Pendant les 10 premières années, les profits sur les épices réalisés par la VOC est de l'ordre de 160%, ce qui est évidemment considérable et qui explique ces rivalités européennes très importantes dans l'espace indo-pacifique. Cette naissance d'un nouvel empire thalassocratique qui va durer jusqu'en 1942 pour les dernières possessions hollandaises, va en réalité se concentrer autour de Batavia, l'actuel Jakarta, qui est le siège de la VOC, et qui permet de contrôler le détroit de la Sonde et qui va permettre aux Hollandais de développer un formidable réseau de ports épiciers dont l'objectif principal est d'exercer un monopole complet sur le commerce des épices et par conséquent d'enchasser les Portugais qui s'y étaient installés. Cette conquête des ports à épices va se poursuivre tout au long du XVIIe siècle, ce qui marque à la fois
eh bien, le déclin des Portugais, la montée en puissance de cette compagnie des Indes, qui va également réussir la prouesse de s'installer au Japon à Deshiba, à l'époque des shoguns, et qui sera la seule compagnie des Indes autorisée à commercer au Japon. Au milieu du XVIIe siècle, eh bien, les Hollandais parviennent également à s'installer à Malacca, à en chasser encore une fois les Portugais, à contrôler le détroit du même nom et par conséquent à exercer une influence complète sur le commerce des épices à cette période. C'est ce qui explique aussi le développement extraordinaire de la cartographie hollandaise et des portulans hollandais. Ce sont les cartes les plus précises dont on dispose à l'époque. Et ces Hollandais vont contribuer à l'amélioration de la connaissance maritime, de la topographie des ports, des littoraux, qui sont à chaque fois choisis dans des lieux stratégiques et ces cartes sont d'une extraordinaire finesse parce qu'elles portent la mention des écueils, des bancs de sable, la profondeur des eaux, la topographie des lieux qui permet aux pilotes de naviguer dans ces espaces maritimes parfois extrêmement complètes, surtout à l'époque de la navigation à voile, qui exige une certaine dextérité technique et aussi une excellente connaissance des reliefs sous-marins et des littoraux. Par conséquent, la VOC va devenir la compagnie marchande la plus puissante au XVIIe siècle et explique qu'au même moment, eh bien, les rivalités européennes vont s'exacerber, en particulier entre l'Angleterre et la Hollande, les deux compagnies des Indes s'affrontant régulièrement. Et au milieu du XVIIe siècle, ce sont trois guerres maritimes qui vont opposer les Hollandais et les Anglais. Des guerres maritimes intéressantes puisque il est assez rare de souligner qu'il s'agit véritablement de guerres purement économiques dont l'objectif est le contrôle des ports, la mise en place de blocus, d'asphyxie des ressources économiques pour contrôler ces ports à épices qui constituent des enjeux économiques considérables, mais aussi des enjeux de puissance pour les États, puisque les ports des Indes, les ports d'Asie, symbolisent en quelque sorte l'influence et la puissance des États dans les Indes occidentales. C'est aussi une question d'influence, de puissance des États dans ces espaces maritimes. Quoi qu'il en soit, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, eh bien, ce sont 16 000 navires marchands qui naviguent sous pavillon néerlandais contre seulement 4 000 sous pavillon anglais. Et il va falloir attendre la fin du XVIIe siècle pour que la East India Company devienne peu à peu plus puissante que la compagnie des Indes hollandaises. Au total, au XVIIe siècle, on considère que les vaisseaux de la VOC ont transporté près de 320 000 passagers entre l'Europe et l'Asie, ce qui est un chiffre considérable à l'époque, la démographie n'étant pas la même et les longueurs des trajets non plus. Il faut à peu près 8 mois de navigation pour faire un aller-retour entre l'Europe et l'Asie. Et au mi-temps du XVIIIe siècle, la VOC emploie 22 000 hommes, 3 000 capitaines et plus de 3 000 militaires. Cette compagnie hollandaise va donc dominer les routes maritimes en Asie, dominer les réseaux des ports pendant près d'un siècle, grâce au commerce des épices qui constitue les 3/4 de leur commerce aux Indes, et en particulier aussi grâce au commerce de ce qu'on appelle le commerce d'Inde en Inde. C'est-à-dire que ces marchands hollandais vont pratiquer le commerce intra-asiatique, c'est-à-dire par exemple que les cotonnades achetées sur la côte du Coromandel, qui est donc la côte en est de l'Inde, sont ainsi achetées avec des épices, puis revendues contre du poivre à Bantam. Les soieries de Chine, par exemple, et les épices sont échangées contre de l'argent au Japon. Donc, s'établit des réseaux commerciaux extrêmement complexes à l'intérieur de l'Inde qui va permettre aux Hollandais de devenir des intermédiaires
entre les différents espaces asiatiques. Les marins japonais, par exemple, n'étant pas capables de naviguer jusque dans l'insule Inde, les marchands japonais marchandent essentiellement avec la Chine, et ce sont donc les Hollandais qui vont développer le commerce des épices vers le Japon, par exemple. Les Français vont aussi créer une compagnie des Indes, capable de rivaliser avec les deux précédentes, mais d'une manière beaucoup moins ambitieuse. Si l'on constate ici le réseau portuaire de la Compagnie française des Indes, eh bien, on voit que celui-ci est plus restreint que ceux développés par les Hollandais et les Britanniques, et s'organisent en 3 sous-ensembles: les Mascareignes, l'Île-de-France et Bourbon pour assurer l'escale des rafraîchissements en vivres et en eau, les loges, les ports comptoirs dans la péninsule indienne, la tête de pont étant Pondichéry, Mahé sur la côte occidentale de Malabar, et également Mocha en Arabie, auquel les Français, la compagnie des Indes françaises, va avoir accès. Quoi qu'il en soit, et je terminerai par ce point, c'est que à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, c'est la VOC qui va rencontrer des difficultés, qui va s'affaiblir, puisque le cœur du commerce des épices, l'insule Inde, va connaître un certain nombre de difficultés, et en particulier le marché des épices stagne au profit du marché des textiles, et c'est la raison pour laquelle l'East India Company va peu à peu prendre l'avantage en conquérant et en développant son commerce des textiles dans les ports d'Asie. C'est ainsi que la East India Company met en place des alliances diplomatiques stratégiques, notamment avec l'empereur moghol, qui lui permet d'établir de nouveaux comptoirs, en particulier sur la côte du Coromandel, et qui permet de diversifier considérablement la présence européenne en Inde et de développer de nouveaux comptoirs, en particulier au Bengale, qui va devenir le cœur du commerce de la East India Company. Par conséquent, la East India Company va multiplier la mise en place ou la conquête de ports dans le sous-continent indien. C'est ainsi qu'en 1668, Bombay et son port passent sous contrôle britannique. En 1690, on fonde le comptoir fortifié de Calcutta, et que la East India Company s'établit dans l'État du Gange, ou la province du Bengale, dans la province du Bengale, qui va devenir l'une des principales régions commerciales de l'Inde. Ce nouveau développement de la East India Company en Inde explique en réalité que la stratégie portuaire développée jusqu'ici par les Portugais ou les autres compagnies des Indes va peu à peu changer graduellement, puisque, comme je le disais, la demande en épices stagne, la demande de textiles augmente, et qu'il est donc nécessaire de développer de nouvelles activités commerciales et de préférer la conquête coloniale à celle des ports. C'est-à-dire que l'expansion de la East India Company va peu à peu se faire au détriment des ports traditionnels pour privilégier la conquête de territoires et marquer le début d'une nouvelle stratégie qui se substitue à la conquête des ports, la stratégie de la conquête coloniale des territoires, en particulier dans la région du Bengale.
Comme on le voit sur l'évolution de la présence européenne en Inde entre le XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, on se rend compte que dans un premier temps, ce sont exclusivement des ports comptoirs qui sont installés sur les littoraux sans aucune ambition coloniale, puisque, comme je le disais, celle-ci n'est pas possible pour des raisons militaires évidentes. Les forces marines de l'époque ne sont pas capables de se projeter sur un si long temps aussi loin pour des questions purement logistiques et militaires. Et par conséquent, cette implantation des empires maritimes se fait exclusivement sur les côtes. Mais à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, eh bien, les Britanniques vont changer de stratégie en privilégiant la conquête de territoires et la conquête de villes continentales comme Agra, en particulier, très loin des interfaces maritimes, et qui va permettre par conséquent de privilégier la colonisation des territoires plutôt que la conquête des seuls ports. Par conséquent, les conflits entre ces grandes puissances européennes qui ont participé à cette première mondialisation se sont bien centrés sur le contrôle et la constitution de ports stratégiques, véritables pommes de discorde et objets de convoitise, pour contrôler les principales routes commerciales entre le XVIe et le milieu du XVIIIe siècle. Les ports constituent alors les symboles mercantilistes de l'influence des États, le mercantilisme étant une économie contrôlée par les États, et font l'objet de blocus, de bombardements, de pillages par les corsaires. Je n'ai pas évoqué la figure des corsaires, mais qui sont des relais importants utilisés par les États lorsqu'ils sont en conflit avec d'autres États ou les autres compagnies des Indes, afin de porter atteinte à leurs ennemis. Et là encore, ce sont les ports qui sont toujours visés. J'en donnerai un seul exemple, c'est le massacre d'Amboine en 1623 en Indonésie, qui se traduit par la torture et l'exécution de 20 hommes, dont 10 représentants et marchands de l'East India Company, des marchands portugais et japonais, dans le cadre des luttes d'influence pour le contrôle du commerce des épices entre la VOC et l'East India Company, ce qui montre encore une fois les enjeux importants, les enjeux économiques importants autour du contrôle de ce commerce stratégique. Néanmoins, à la fin du XVIIIe siècle, la plupart des compagnies traditionnelles des Indes disparaissent dans les tourments révolutionnaires que l'Europe connaît, à l'exception de l'East India Company, qui poursuit sa dynamique de colonisation de ce qu'elle appelle alors l'Hindoustan. Et la compagnie anglaise n'est supprimée qu'en 1874, donc très tardivement, et va encore connaître une activité très importante tout au long du XIXe siècle. Mais c'est le début d'un autre temps, celui de la domination coloniale, qui se substitue à la stratégie de conquête et de présence portuaire, jusqu'ici développée par les compagnies des Indes. Donc, je vais m'arrêter là donc avec la fin du XVIIIe siècle et la dissolution de ces compagnies des Indes qui ont contribué à cette première mondialisation, à l'intensification des échanges entre l'Europe et l'Asie grâce à la maîtrise de ces réseaux portuaires qui vont être l'objet de pommes de discorde permanentes entre les différentes puissances européennes de l'époque. Voilà. Merci beaucoup.